Merci beaucoup. Alors, on continue sur la lancée. On a bien compris que la cyberplanète, c'était une des facettes du coup des crises possibles, évidemment, avec votre talk à l'instant. Mais parlons maintenant réellement d'attaque. On a un peu tourné autour, évidemment, dans le sujet. Entrons au cœur du sujet et étudions ensemble du coup un cas réel avec une campagne offensive très importante de cette année et deux experts du sujet, Marion Lafont et Winston Delbet de chez Tetris. Bonjour à tous les deux, c'est à vous. Êtes-vous là? Oui, bonjour. Bonjour, Bonjour à tous. c'est à vous, on vous écoute. Bonjour. Alors, cet après-midi, avec Winston, on va vous présenter comment aujourd'hui une attaque peut être réalisée et les moyens qu'on peut avoir pour les déjouer. Et du coup, on a choisi de prendre comme exemple le malware Emotet, qui a été un peu présent en début d'année 2020 et qui est bien revenu depuis cette rentrée. Avant de faire ça, on va se présenter. Donc, moi, je suis Marion Lafont. Je travaille à Tetris au sein de la R&D. Je suis dans l'équipe de Cyber Threat Intelligence et je peux être amenée à analyser des malwares pour améliorer nos solutions. Et je laisse la parole à Winston. Merci Marion. De mon côté, Winston Delbet, bonjour à tous. Je suis en charge des affaires CERT chez Tetris. Et comme l'a dit Marion, nous allons vous évoquer notre retour d'expérience concernant la campagne Emotet pour l'année 2020. Tout d'abord, comme on l'a déjà évoqué, donc on fait partie de l'entreprise Tetris qui a bénéficié d'une levée de fonds récente permettant à la fois de développer son activité mais aussi de faire la montée d'effectifs. Et ensuite l'introduction. Donc Emotet est un malware faisant partie de la famille du cheval de Troie, initialement spécialisé dans le vol d'informations bancaires mais désormais polyvalent, on verra pourquoi. Il utilise, comme je pense la plupart d'entre vous le savent déjà, il utilise un vecteur d'infection principal qui est l'envoi d'emails et qui va contenir des pièces jointes au format bureautique, donc ça peut être du format doc, PDF, ou même des archives chiffrées au format zip dont le mot de passe est contenu dans l'email. Ce cheval de Troie Emotet, il est attribué à un groupe d'attaquants qu'on identifie sous l'indicateur TA542. Ce groupe d'attaquants a la capacité d'envoyer plus d'1 million d'emails sur une période de 24 heures, ce qui leur offre la capacité de cibler la plupart des pays couvrant la planète. Concernant l'attribution associée à ce groupe d'attaquants, en fait, on sait de la part du renseignement d'intérêt cyber qu'en fait, il a pour habitude d'œuvrer sous un fuseau horaire égal au GMT plus 10, et de ce fait, il est attribué à des groupes d'attaquants pouvant être physiquement situés en Russie. Donc, voyons tout d'abord le fonctionnement de la campagne Emotet. Donc, comme évoqué, la première étape consiste à la réception d'un email avec une pièce jointe contenant du code à exécuter. Donc, Marion nous détaille le contenu de ce code pouvant être exécuté. Du coup, comme vient de le dire Winston, les malwares comme Emotet peuvent utiliser des documents malveillants pour s'infiltrer dans votre système. Donc, ça peut être des PDF ou des documents Office, par exemple. Et si on prend le cas de documents Office, comment ça se fait qu'en ouvrant un document Office, vous pouvez être infecté? Du coup, ça peut être grâce à des macros, ou à cause de macros plutôt. Les macros, à l'origine, c'est pour automatiser certaines actions. Par exemple, vous avez un document professionnel où à chaque fois, vous devez mettre tout votre template autour. Vous n'avez pas envie de faire des copier-coller depuis un autre document pour à chaque fois que vous avez un document à écrire. Et du coup, vous allez automatiser certaines actions avec ce qu'on appelle des macros. Ces macros, elles peuvent être exécutées automatiquement lors de l'ouverture du document. Bien sûr, on peut désactiver ce genre de choses et c'est d'ailleurs désactivé par défaut sur les nouvelles versions d'Office. En pratique, comment ça marche? En fait, avec votre document Office, vous avez dedans aussi du code qui est en VBA. Et ce code VBA, il peut dialoguer avec les WMI, les Windows Management Instrumentation. Et ces WMI vont, par exemple, pouvoir permettre d'exécuter une instance de PowerShell, par exemple. Et PowerShell qui va ensuite, par la suite, permettre d'exécuter d'autres scripts. Je vous montrerai par la suite le cas du code pour Emotet. Il faut savoir que là, dans ce cas-là, on a du code VBA, donc on peut l'analyser, mais il y a certains malwares, comme par exemple le malware Greenju, qui lui n'embarque plus du tout de code VBA et les macros sont directement insérés dans les cellules du document Excel, et ce qui fait que c'est très compliqué à analyser et le code fait des bonds de cellule en cellule. Il y a aussi un autre moyen d'exécuter du code directement depuis un document Office, c'est le Microsoft Dynamics Data Exchange.
Je ne crois pas qu'il s'est été utilisé pour Emotet, mais c'est juste pour vous présenter un autre moyen d'automatiser le lancement de certaines exécutions. C'est un protocole d'échange de données des applications Office où on a un serveur et des clients, par exemple pour l'envoi de données. Et c'est aussi une exécution qui est faite automatiquement lors de l'ouverture d'un document. C'est désactivé par défaut sur les nouvelles versions de Word, mais il me semble que ça ne l'est toujours pas sur les versions d'Excel, donc il faut le faire à la main. Revenons au cas d'Emotet. Donc, dans notre VBA, permettait en fait, le code dans le document Office lance cette commande qui est PowerShell-E et donc un gros bazar. Donc PowerShell, comme je vous l'ai dit, ça va permettre de lancer un script PowerShell derrière et le -E signifie que c'est encodé en base 64. Donc vous pouvez décoder ce code, vous avez plein d'outils sur Internet pour le faire, ou alors vous pouvez aussi utiliser Python ou d'autres langages de script où vous avez des outils, des fonctions toutes faites dedans. Si on le décode, on a ce code-là. Alors, ce code-là, c'est bien beau, mais on ne comprend pas grand-chose non plus. Il faut savoir que les malwares ont tendance à offusquer leur code, soit pour rendre l'analyse plus difficile aux personnes qui les analysent, soit par exemple pour passer au travers de certaines détections. Même si aujourd'hui, ça n'existe plus, c'est pour ça que, pour ce cas-là, en tout cas, c'est pour ça que les attaquants offusquent leur code. Donc, c'est une version obfusquée. Donc, si on la désobfusque, on a cette version qui est beaucoup plus claire. On voit vraiment nettement le code apparaître. Et on voit clairement l'action que va faire le script. Donc, qu'est-ce qu'il fait? On voit qu'il crée un nouveau répertoire. On voit qu'il déclare un nom de fichier exécutable. On voit qu'il déclare un pool d'adresses. Et la chose la plus intéressante qu'on peut voir, c'est la boucle à la fin de la slide. Et cette boucle, c'est une boucle qui va en fait prendre chaque adresse de la pool d'adresses et essayer de downloader un exécutable dont on a le nom un peu plus haut. Et à chaque fois qu'il essaie de télécharger, il va comparer la longueur du fichier à une certaine longueur. Et si c'est OK, il va considérer que le téléchargement a été effectué et il va créer un process avec ce nouvel exécutable. Donc là, on vient de voir de comment, à partir du moment où j'ouvre une pièce jointe, j'arrive à télécharger une charge sur Internet qui potentiellement peut être un malware. Donc, je repasse la main à Winston pour qu'il nous explique qu'est-ce que cette charge peut faire maintenant. Merci Marion. Comme on a pu le voir, donc une fois que ce code a été exécuté, donc qui était représenté par l'étape 2, on a le téléchargement du Trojan Emotet à proprement parler, représenté ici sous l'étape 3. Ce téléchargement, en fait, donc ensuite on a la partie centrale de ce slide qui nous permet d'identifier qu'on a une deuxième exécution qui se fait de manière automatique, qui fait suite à l'exécution de la macro et qui va permettre d'exécuter le contenu du programme au format .exe qui a été téléchargé via la macro. Donc, en observant le comportement du Trojan Emotet, on peut constater assez facilement que ce programme au format .exe, il va initier une connexion réseau en IPv4 et à destination d'un serveur de command and control, donc le serveur de commande, on va dire, de l'attaquant qu'on appelle aussi le C2. Petite particularité, cette connexion, elle s'effectue directement à destination d'une adresse IP et il n'y a pas de requête DNS préalable. Du coup, on peut clairement voir quand on analyse des charges comme ça, voir passer des IP qui sont d'ailleurs généralement quelques jours après connues comme malveillantes. Et si on regarde un peu comment Emotet, qu'est-ce qu'Emotet envoie à ses serveurs de commande et de contrôle, il va envoyer en fait dans un poste un truc qui est chiffré, on ne sait pas trop ce que c'est. En fait, si on analyse, on va se rendre compte que c'est des données de la machine sur laquelle il se situe, qui va envoyer à son serveur de commande et de contrôle. Et en fonction de ça, son serveur de commande et de contrôle va lui indiquer les choses qu'il doit faire par la suite sur cette machine. Ensuite, on passe à l'étape 5 où le serveur de command and control va transférer au programme exe qui s'exécute sur la station, va transférer des modules, des charges qui peuvent être directement soit des modules Emotet qui seront présentés juste après, ou alors un autre trojan assez connu qui s'appelle TrickBot, voire directement l'exécution d'un ransomware type Ryuk ou Conti, ceci afin de bloquer l'accès aux données de la machine et de demander une rançon en l'échange de l'élément secret permettant de déchiffrer les données qui ont été emprisonnées.
Donc sur ce slide, en fait, on peut voir quels sont les modules directement intégrés à Emotet. Alors il faut savoir que l'ensemble de ces modules ne sont pas tout le temps présents, ça dépend, on va dire, des versions et des campagnes. Peu importe, ce qui est important de savoir, c'est que Emotet dispose nativement d'un module qui s'appelle Credential Enumerator et qui a la capacité, lorsqu'une station est infectée, au travers différents mécanismes de pivoting, de rebond au travers du réseau local, de scanner, de parcourir automatiquement quelles sont les ressources accessibles directement par le réseau, voire même de tenter l'accès via des mécanismes de brute force, ceci afin de s'épandre, enfin de se propager au sein du système d'information sans que les utilisateurs des postes destinataires n'aient eu besoin à activer une macro ou ce genre de choses. Clairement, c'est important de comprendre ce mécanisme, puisqu'en fait, il peut arriver qu'en fait, on va découvrir un jour une station qui est infectée, où on peut avoir une suspicion d'infection d'une souche Emotet. Et en fait, le fait de comprendre ce mécanisme, eh bien, ça nous permet d'établir une hypothèse qui ne serait pas uniquement, ah, il y a l'utilisateur qui a dû à un moment activer une macro ou ouvrir un fichier malveillant. En fait, la menace peut quand même provenir du réseau, et de ce fait, il va falloir un petit peu étendre le périmètre de l'incident. Ensuite, Emotet dispose d'autres modules que pouvant être intégrés nativement, qui permettent le vol d'identifiants qui sont sauvegardés dans les clients de messagerie, voler aussi les identifiants permettant l'accès à des ressources au réseau telles que la connexion d'un lecteur réseau, voire aussi, il y a beaucoup de gens, on va dire, qui utilisent ce mécanisme, quand on enregistre ces mots de passe directement dans les formulaires du navigateur, et bien de ce fait, Emotet dispose d'un composant qui s'appuie sur un programme légitime d'un éditeur qui s'appelle Nearsoft et qui permet tout simplement d'aller lire aux bons endroits où sont stockés les mots de passe et de les collecter. Emotet, il a la capacité d'aller effectuer automatiquement cette récupération d'informations et de les envoyer à destination de son serveur de command and control. Enfin, dernier module, le Outlook Scraper, qui va permettre de voler donc non seulement les contacts du client de messagerie, ce qui est assez classique, on va dire, depuis plusieurs années. Cependant, on a constaté, et il est désormais connu, que Emotet a la capacité de voler l'historique des mails de contenu dans la boîte mail de la machine infectée. Et on verra pourquoi juste après. On va prendre ici le cas où Emotet va télécharger une autre charge. Donc, on a choisi TrickBot et c'est un truc qu'on voit vraiment beaucoup dans la nature aujourd'hui depuis septembre 2020 sur la nouvelle campagne d'Emotet. Donc, quand il communique avec son serveur de commande et contrôle, Emotet le serveur va lui demander de télécharger une autre charge utile, donc TrickBot. TrickBot, c'est un trojan, c'est un peu comme Emotet, c'est une boîte à outils qui amène plusieurs modules offensifs et qui peut être la porte d'entrée de plusieurs malwares et surtout de ransomware. TrickBot est connu pour les ransomware qu'il amène avec lui, Ryuk et Conti généralement. Comment on peut détecter ça On parlera un peu plus tard de comment détecter Emotet, mais par exemple, si Emotet a réussi son coup et a inséré TrickBot dans nos machines, système d'information. Dans notre système d'information, merci. Comment fait-on pour le détecter? Quelles sont les choses qui peuvent nous dire cet exécutable est suspect? Par exemple, TrickBot, il va désactiver, supprimer Windows Defender. Ça, c'est quelque chose qui peut nous faire lever quelques drapeaux et dire attention, c'est pas très cool. On voit aussi qu'il va contacter des IP et des URL connues et malveillantes pour télécharger ses modules offensifs et pour télécharger les autres charges utiles qu'il va amener. Et il y a d'autres petites choses qu'il fait, comme par exemple modifier son file name. Mais TrickBot vient aussi avec, pareil, toute une boîte à outils comme Emotet et plein de moyens différents de le trouver. Imaginons que TrickBot réussisse sa mission et amène avec lui un ransomware. Donc, il va télécharger la charge, par exemple, de Ryuk. Ryuk, c'est un ransomware. Qui dit ransomware dit logiciel qui va chiffrer les fichiers d'utilisateurs. Ryuk, il est reconnaissable notamment par l'extension qu'il laisse au fichier chiffré et aussi par le fichier HTML qu'il laisse un peu partout sur le système pour vous dire de contacter une adresse mail. Comment on pourrait détecter, pareil, un ransomware? Il y a des techniques qui existent qui vont en fait lancer le logiciel, l'exécutable, dans une machine fictive et regarder un peu ce qu'il fait pour ensuite dire « Ah ben, j'ai reconnu qu'il chiffrait tous les fichiers, du coup, je ne vais pas le lancer sur ma machine utilisateur parce que ça ne va pas. » Ça s'appelle des sandbox. Donc, du coup, voilà comment on peut arrêter un ransomware. Mais si on revient sur toute Emotet, on a vu que à partir de simplement l'ouverture
d'un document Office, en quelques heures, on pouvait être amené à avoir un ransomware sur son ordinateur. C'est vraiment pas génial comme truc. Du coup, à quel endroit on pourrait s'arrêter pour quelle chose technique on peut voir pour arrêter cette propagation. Déjà, le fait qu'un document Office exécute un PowerShell, c'est pas génial. Et ensuite, cette exécution PowerShell, elle télécharge un exécutable sur des URL qui sont connues malveillantes et elle exécute le fichier récupéré. Donc là, on peut se dire, il y a un peu un combo, il y a plein de drapeaux qui se lèvent et ensuite, c'est à vous de décider où le drapeau va devoir s'arrêter. Pareil, au niveau de la charge, on a un exécutable qui tente plusieurs fois de contacter une adresse IP IPv4, et sur des IP qui peuvent être connus comme malveillants. Du coup, ça lève aussi d'autres drapeaux. Ça télécharge d'autres modules, d'autres malwares, donc on peut stopper l'exécution de cet exécutable lui-même et ensuite empêcher l'exécution de d'autres charges malveillantes. Et enfin, il y a autre chose, c'est des règles Yara. Il y a un outil qui s'appelle Yara qui permet en fait la reconnaissance de certains malwares. Il faut savoir que, comme je vous l'ai dit précédemment, les malwares utilisent beaucoup de techniques pour se cacher, pour passer ces détections-là, et on a ce qu'on appelle dans les malwares des trucs qu'on appelle des packers. En fait, c'est un peu réorganiser le binaire pour pas qu'on le reconnaisse. Et du coup, il faut passer par-dessus ces choses-là pour réussir à quand même reconnaître le malware et dire non, en fait, c'est un malware ou un ransomware, donc il faut le stopper. Voilà. Là, on vous a fait un petit focus, on va dire, sur la suite Emotet, Trickbot et Ryuk. En fait, j'ai voulu vous faire apparaître ce slide Marion, je pense que tu peux couper ton micro. Il y a un petit retour, merci. En fait, là, on peut voir que donc la succession d'Emotet, Trickbot et Ryuk, et en fait, dans le compte-rendu mis à disposition par l'ANSSI récemment de manière publique, on peut identifier assez rapidement la panoplie de toutes les souches malveillantes que peut embarquer, on va dire, Emotet. Donc, Emotet, c'est vraiment utilisé bien souvent comme étant un vecteur d'infection via l'envoi d'emails avec des pièces jointes. Cependant, quand on sait qu'on a affaire à un incident, on va dire, associé à Emotet, on doit prendre en compte plusieurs possibilités et il y a vraiment beaucoup d'outillage et de conséquences possibles à étudier. Ensuite, on a voulu faire un petit focus sur les évolutions récentes qu'on a constatées au sujet d'Emotet. Bien souvent, je pense qu'on est beaucoup à avoir en tête des templates d'emails qu'on reçoit en phishing, bien souvent directement envoyés dans les spams, avec soit de l'anglais approximatif ou des thèmes vraiment anciens. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les groupes d'attaquants qui sont derrière ce type de campagne disposent de plus en plus de moyens, donc à la fois de moyens humains, mais aussi de moyens financiers. Et de ce fait, ils investissent pour augmenter leur capacité offensive. Donc, on peut voir que depuis cette année, on a encore plus de langues soutenues au sein des souches Emotet qu'on va pouvoir recevoir via nos emails. On a aussi une évolution dans les thèmes des pièces jointes Office qui sont reçues, avec une petite spécificité pour la dernière, où en fait, en tout cas, je sais qu'il y a pas mal de personnes, on va dire, pas forcément assez sensibilisées et qui se sont faites avoir au travers de ce type de message, où on peut lire que le document est protégé. De ce fait, l'utilisateur, quand il est sur un environnement professionnel et qu'il reçoit une pièce jointe de ce type, il a un sentiment de confiance en se disant, bon, si c'est protégé, dans ce cas, c'est bon, je vais pouvoir aller ou accéder, effectuer tout simplement ce qui est écrit en dessous et de ce fait, activer les macros. Donc jusqu'à maintenant, on peut se dire, ok, d'accord, oui, il y a plus de langues qui est supportée, mais il y a aussi les thèmes qui évoluent. Pour autant, je pense pas que je me ferai avoir parce que je suis sensibilisé à ce genre de choses. On va voir ce qui peut arriver juste ensuite. Donc, une des nouvelles capacités des campagnes Emotet depuis 2020, c'est qu'en fait, comme on l'a vu tout à l'heure, au sein de la trousse à outils d'Emotet, on peut directement avoir un module qui a la capacité de voler l'historique des conversations email. Et en fait, l'idée, c'est que donc là, on peut voir à la première étape, donc une fois que le poste est infecté, imaginons que ce soit quelqu'un de votre entourage, soit quelqu'un dans l'entreprise ou un proche qui se fasse infecter par un manque de sensibilisation. Mais en fait, quand il va activer la macro, son historique de conversation va être exfiltré à destination du serveur de command and control, le C2. Et ensuite, de manière automatique, le serveur de command and control va avoir la capacité, et c'est une des nouveautés, on va dire, qui a permis de piéger un peu plus de personnes, va avoir la capacité de s'introduire dans une conversation déjà existante
dont vous pourriez être à l'origine. Donc, on peut, pour rester dans un exemple, on peut imaginer que vous avez envoyé un email à un membre de votre famille avec un sujet bien particulier et le contenu de l'email évoquait, par exemple, votre occupation préférée durant le confinement. Et en fait, le botnet d'Omatet, il va avoir la capacité à répondre automatiquement à cet email en usurpant l'adresse mail de votre correspondant, tout en ajoutant une pièce jointe avec un des thèmes récents et potentiellement dans la langue française, ça peut arriver, de manière à vous inciter et à vous donner un sentiment de confiance encore plus fort, puisqu'en fait, vous avez l'impression, en tout cas, d'échanger et de communiquer avec quelqu'un de confiance. Pour finir, en fait, on a voulu vous exposer ici l'ensemble des technologies qui peuvent non seulement être utilisées dans le cadre de la définition d'architecture sécurisée afin de se protéger de campagnes de souches Emotet, mais aussi pour vous expliquer, dans le cadre de réponse à incident, quand on arrive sur un environnement professionnel, les premières questions qu'on va poser, on va dire, à la victime sont: est-ce que vous avez mis en place tel mécanisme de protection? Et si oui, est-ce qu'on peut récupérer les journaux associés? Donc en fait, tout simplement concernant la réception de l'email, la bonne pratique va être de mettre en place un produit qui va permettre de filtrer les mails en entrée avant l'arrivée sur le serveur de messagerie de l'entreprise. Il y a des solutions françaises notamment qui permettent d'envoyer un message d'alerte à l'utilisateur lorsqu'on a un email à destination d'une adresse, en provenance d'une adresse mail avec qui on n'a jamais échangé. Ensuite, on a la technologie EDR qui va permettre de collecter les informations dont Marion nous a parlé tout à l'heure. Quand on a regardé l'exécution du code du pièce jointe, on a vu qu'on peut collecter des commandes PowerShell, l'exécution de macros, ce genre de choses. C'est la technologie EDR qui va permettre de capter, d'analyser automatiquement, voire de remédier, de bloquer sur ce mécanisme. Enfin, une technologie un petit peu plus connue de tous, on va dire, puisque assez historique, le proxy web. Le proxy web, il va permettre tout simplement de bloquer la macro qui essaie de télécharger le programme.exe qui est hébergé sur un serveur hébergeant des souches Emotet. On a ensuite la capacité Firewall DNS qui va permettre soit par l'exploitation des journaux du service DNS ou par la mise en place d'un service DNS de type Firewall. En fait, on va pouvoir le connecter à une base de renseignements. En fait, actuellement, on peut récupérer sur Internet les noms de domaines des sites web qui hébergent des souches d'Emotet. Et en fait, on a la capacité, par le renseignement automatique de cette base de renseignement d'intérêt cyber, de la connecter avec un service DNS, ceci afin de bloquer automatiquement ce type de menace, et même si l'utilisateur a cliqué à l'activation des macros. Enfin, on a sur la partie du milieu, donc lors de l'exécution du programme.exe, en considérant que toutes les étapes qu'on vient de présenter n'ont pas pu permettre de bloquer l'attaque, en fait, on a une technologie dite EPP qui est plus ou moins un antivirus nouvelle génération qui va permettre d'analyser le programme.exe dont Marion nous a montré tout à l'heure comment était déterminé le nom et l'emplacement que va avoir cette souche Emotet. Ce programme, on a vu qu'il initie une connexion à destination d'un serveur de command and control directement à destination d'une adresse IPv4 et sans faire de requête DNS. Ça, c'est quelque chose qu'un firewall périmétrique devrait bloquer. Donc, dans le cas d'une réponse à incident, on va exploiter les journaux de ce produit. Et enfin, si toutes ces étapes n'ont pas fonctionné lors de l'infection, eh bien, en fait, lorsque le C2 Emotet va permettre soit de l'activation d'un des modules ou soit d'un autre trojan tel que Trickbot ou d'un ransomware tel que Ryuk ou Conti, on peut une nouvelle fois retrouver la technologie EDR qui va avoir la capacité de détecter et bloquer ce type de comportement. Marion a évoqué tout à l'heure donc l'analyse en sandbox peut permettre d'identifier certaines souches de ransomware qui étaient inconnues d'éditeurs antivirus. On a aussi d'autres technologies telles que la surveillance de l'accès à certains fichiers. C'est une technologie qu'on appelle Onefile, où en fait l'EDR va permettre de surveiller cette action et d'interrompre le processus à son origine si l'EDR considère cette action comme étant malveillante. Merci Winston. Il va falloir conclure. Est-ce que vous avez encore un petit message à nous adresser? Rien de particulier, mis à part dans le cadre de la réponse à incident et des retours d'expérience, dans l'ensemble des technologies qui ont été ici présentées, je pense que c'est vraiment l'EDR et le firewall DNS qui peut s'avérer le plus utile, que ce soit dans le cadre de la réponse à incident ou du durcissement de configuration pour se protéger de campagnes Emotet. Très bien, merci à tous les deux.